fait 0 secondes, 900 centièmes. Et du coup, ça a été envoyé à Guinness. On attend la réponse. Ouais, c'est pour moi de la balle d'audace. On va en parler justement sur le. Pas de soucis. Lex, est-ce que tu peux nous donner un petit peu par rapport à ta venue chez nous, chez Pavillon, et est-ce que tu peux parler un petit peu de ton projet, de ton groupe, comment c'est venu? Alors initialement à l'époque, je travaillais en étroite collaboration avec Lands of Past, qui avait été chroniqué chez Pavillon 166. Du coup, il y a une chanson du groupe qui était passée sur un CD, qui m'a permis de connaître le Pavillon. Donc par la suite, quand j'ai commencé à monter Lexing en 2009, j'ai cherché par moi-même, parce que j'ai commencé seul, j'ai commencé par moi-même à aller chercher des chroniques, et il s'avère que j'ai bien accroché avec Chart, et je me suis dit que ce serait intéressant de rejoindre Pavillon aussi en tant que chroniqueur. D'accord. C'est ce qui m'a donné envie justement de rentrer. L'avantage qu'il y a aussi pour moi, c'est que devenant chroniqueur, ça m'a aussi permis de rencontrer beaucoup de groupes et d'avoir des affinités, de pouvoir porter mon projet au travers de guests qui vont venir par la suite en ayant un coup de cœur pour tel ou tel artiste. D'accord. Aujourd'hui, ton projet, tu restes dans un projet solo ou tu as une réelle formation? Alors en fait, il y a une réelle formation qui existe depuis quelques années. Parce que j'ai commencé ça en 2009, j'ai fait mon premier album tout seul, avec un ami qui m'a aidé à la guitare, qui s'appelle Théo, qui jouait à l'époque de Mécanique à Piquet. Ça m'a permis de me servir de cet album comme une carte de visite, pour dire voilà les gens, moi je fais ça, qui m'aiment me suivre. Du coup, ça m'a permis d'embrayer quelques années plus tard sur un deuxième album qui a été également chroniqué par Chart de Pavillon. D'ailleurs, on a eu d'excellentes notes sur les deux, 14, 15, 16, je sais plus trop. Et ça m'a permis, une deuxième fois, pendant l'enregistrement de cet album, de recruter des musiciens pour avoir une formation line-up, concert, formation groupe. À mesure du temps, le line-up a changé. Aujourd'hui, le line-up existant n'est pas le même qu'il y a 10 ans, n'est pas le même qu'il y a 2 ans. Il y a des turnovers. Je ne change pas à chaque album, loin de là. C'est juste que j'ai une formation live avec qui je joue tout le temps, qui participe éventuellement de temps en temps sur l'enregistrement. Mais par contre, en termes d'enregistrement, je monte des équipes pour chaque album. Donc pour le dernier album par exemple, à la guitare j'avais embauché Stéphane Fontaine d'Adagio, j'avais embauché Fred, le tout premier guitariste de Dagoba, juste avant qu'il signe chez ses Fist, je crois. J'ai embauché le flûtiste d'Hippocrate, c'est un groupe de folk pagan suisse que j'avais rencontré, que j'avais chroniqué. Pareil pour la violoniste de Fenrir. J'ai eu le concours de Rachel de Hetz. J'ai eu le concours de Vince, ancien chanteur de Cantis, qui est mon coach à l'enregistrement sur les albums, avec qui je travaille depuis quelques années maintenant, qui était dans Lands of Past, comme quoi le monde est petit. J'ai eu Fred du groupe Acode, qui est venu en participation guest. J'ai eu Delora de Lurking et Monskin, un groupe parisien, qui est venu faire la voix féminine de l'album, qui est venu backer, faire les chorus, et qui a également bénéficié de quelques leads sur le dernier album. Qui c'est que j'ai eu encore? J'ai eu Keiichi Sugiyama, qui est un compositeur de musique de film et de jeux vidéo japonais, donc, qui a participé au projet. Ça a intéressé de travailler avec un métal français. Du coup, on a pu trouver un arrangement très sympathique d'ailleurs. Donc il y a d'autres guests que j'ai peut-être oubliés là comme ça, parce que j'ai pas toute la liste en tête, mais ça a été une belle expérience humaine. De mémoire, tu as une approche assez particulière au niveau de la musique quand même. Il faut appréhender ta musique. Comment toi tu qualifierais déjà, quelles sont tes influences et comment tu qualifierais ta propre musique? Alors moi j'appelle ça de l'indus expérimental, métal indus expérimental. C'est-à-dire que la base même de ce projet, de ce groupe aujourd'hui, c'était le métal industriel, puisque j'ai commencé vraiment à découvrir le métal en fin années 90, début 2000, pendant la période néo. Donc j'ai eu beaucoup de feeling avec Marilyn Manson, avec Schnell, Cold Shoulder, System, Slipknot et bien d'autres groupes dont on a pu écouter pendant cette période. Et du coup, après avoir eu plusieurs formations, pour un projet solo, je me suis dit que je reviendrais pour faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire l'industriel. Et comme je n'aime pas que ça, à cet industriel qui a formé le premier album, j'ai ajouté sur le deuxième un peu de black, électro. Puis sur le troisième album, j'ai rajouté du prog, du death, un peu de jazz, de hardcore, enfin
mélangé. Il y a même des violons, il y a des flûtes, donc il y a ce côté pagan, il y a ce côté... Et à chaque album, c'est amené à se renouveler. C'est d'où ma influence mansonienne, c'est-à-dire que j'aime le renouvellement, j'aime pas forcément faire la même chose. Ça peut faire peur de se dire que chaque album change, parce que chaque musique est indépendante des unes des autres. Mais il y a une base fondamentale qui reste industrielle. On retrouve sur chaque album, et étant l'unique chanteur officiel, c'est vrai que ma voix, quelle qu'elle soit, on revient tout le temps. Donc du coup, il y a une ligne conductrice. On peut s'y retrouver, malgré mes influences. J'aime beaucoup ce qui se fait, là il y a Meshuggah qui joue, j'aime beaucoup Meshuggah, qui a une influence de l'album qui paraîtra plus tard, on en parlera peut-être. J'aime beaucoup David Townsend, qui a été une grosse influence pour moi, que ce soit pour le deuxième album, pour l'album qui arrivera l'an prochain, parce qu'il y en a un autre, là le premier album qui est sorti, et le quatrième qui sort à la fin de l'année, qui lui est très influencé EBM, donc Unzurt, Amph, Rammstein, enfin toute cette vague, mais plus avec la patte française, donc avec une finition self, enfin, c'est très éclectique, c'est très dansant, c'est plus simpliste. Le troisième album qui lui est très extrême, très rentre dedans. On a pu faire la promotion il y a pas très longtemps, on est encore en tournée là. On a fait une pause parce qu'on a joué hier sur la fin de la première partie de la tournée, parce qu'on a fait la Suisse et la Belgique. Hier on a joué au Wellfest. Donc du coup on a eu l'occasion de monter sur les planches du culte. Un grand merci à Alex Rebec qui nous a invités. Franchement c'était super sympa. Donc on a pu ramener des shows de feu, on a pu ramener des danseuses. Ça a été vraiment l'occasion de montrer un peu le potentiel de Lexing et de se mettre en avant avec une promotion vraiment sympathique. Alors, on a bien conscience de cette musique expérimentale, mais qui a un côté, on va dire, un peu martial, un peu sérieuse. Et par rapport à tes pochettes d'albums, on est vraiment sur l'autodérision. C'est ça. Et comment tu l'expliques? Alors c'est-à-dire que j'aime ce qui est choquant, voilà. Bizarrement. Donc du coup, la pochette du premier album, pour ceux qui la connaissent, et qui m'a valu quelques déboires juridiques, parce qu'elle est un peu trashouille sur les bords, c'est une jeune femme qui est à genoux, étripée, les boyaux à l'air, avec un chat qui lui mange les entrailles, et avec un bébé un peu dans le genre Roi Lion, c'est-à-dire qu'elle tient, c'est la vie, elle le tient un peu de bras. Donc il y avait ce côté, j'aimais bien, parce que ça faisait penser un peu à Michael Jackson, quand il était au haut de son balcon, qui reprenait le Roi Lion. J'aimais bien ce côté un peu dérisoire, surtout que dans l'album il y a une chanson qui parle un peu des fausses couches, malheureusement ça arrive. C'est quelque chose qui m'avait touché moi en tant que père de famille, quand ça m'est arrivé. Du coup j'ai eu envie de transformer ce mal-être en quelque chose de provoquant, d'amusant. La dernière pochette, elle est trash, quoi, je veux dire. Alors, la dernière pochette me fait extrêmement rire. Oui, moi aussi. Parce que la pochette du troisième album, on l'a créée il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'avant qu'Emmanuel Macron devienne le président français. Et du coup, il y a la Tour Eiffel en fond, il y a Paris qui est en flammes, il y a une espèce de politicard qui est décapité, qui est en train de se manger les parties génitales, avec justement cette photo qui ressemble, et pourtant ça a été fait 2 ans avant, qui ressemble au portrait officiel de Macron aujourd'hui, dans les surdimensions, donc c'est très comique de voir que finalement on a sorti quelque chose qui a été repris indirectement par les politiques actuelles. Et vu le mal-être qu'on a en France par rapport aux politiques qui sont mis en place, c'est vrai que ça fait un peu punk, mais c'est vrai que ça rentre tout à fait dans l'esprit Lexing. Donc d'ailleurs quand on retourne la pochette, on voit que Paris est en ruine. D'accord, bon, on verra ça quand on Espérons que c'est pas une prédiction. Tu fais référence à déjà des albums à venir. Oui. Comment tu fais pour arriver à composer autant? Tu dors pas, tu vis 48 heures sans dormir? Non, alors il faut savoir que j'ai commencé la musique très jeune. J'ai commencé vers l'âge de 6 ans, donc j'ai eu 4 ans de formation en école. Après s'en est suivi une formation à la trompette, puis au saxophone. J'ai eu une période où je me suis remis en question, où j'étais jeune encore, j'avais pas vraiment encore le goût de la musique. Donc, du coup, il a fallu attendre que j'ai 14 ans pour monter mes premiers groupes avec les copains. On a commencé avec des casseroles, des guitares sèches, et progressivement en achetant du matériel. J'ai créé carrément en dessous de la maison une pièce, cimentée, bétonnée, j'avais 15-16 ans, enfin, j'ai transformé en local de musique, et on a monté un premier groupe à l'époque qui était industriel, qui se voulait industriel. C'est vers ça que je suis revenu plus tard.
album et 6e album qui seront un double album qui sortiront pour le 10e anniversaire de Lexic, qui sont déjà en cours d'enregistrement. Bah, du coup, j'ai eu encore plus de soutien. Voyant que le projet devenait sérieux, je me suis permis de taper plus haut. Et j'ai tapé aux portes. Et à ces portes, bah, il y a Blaze Bayley d'Alex Iron Maiden qui est venu et qui m'a dit ça m'intéresse. Et il est venu en studio et il a enregistré 2 chansons pour le 5e album. J'ai tapé à différentes portes. Bon, bah, il y en a qui ont été claqués à mon nez parce qu'on prenait pas au sérieux. Mais il y en a d'autres qui m'ont suivi dans mon délire. Et parmi eux, il y a Tony Dolan de Empire of Evil, de Venom Inc. qui m'a dit que j'avais déjà rencontré en tant que chroniqueur, avec qui j'avais sympathisé, qui m'a dit oui, ton projet m'intéresse. Et qui vient également sur ce 5e album apporter un guest sur une chanson. Et du coup, bah, ça prend une ampleur où bah, il y a des musiciens qui ont déjà une carrière